Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Heureux de vous retrouver encore sur le podcast L'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur. Et l'épisode d'aujourd'hui est le deuxième de la série spéciale sur le sujet de la valeur du conseil financier. Lors du dernier épisode, nous avons répondu à la question « Combien ça vaut le conseil financier ?» Donc aujourd'hui, nous voulons répondre à une autre question qui est « Qu'est-ce qu'un bon conseiller fait vraiment pour vous afin de vous guider vers votre bien-être financier ?» Si vous vous rappelez, en écoutant le dernier épisode, notre expert Émile Bouchard de la firme Vanguard a mentionné que la partie la plus difficile à quantifier de la valeur du conseil, c'est tout ce qui concerne les services personnalisés et l'accompagnement attentionné en gestion de patrimoine. Mais quels sont ces services-là? En quoi ça constitue cet accompagnement-là? Donc, pour explorer ces questions, ma collègue et gestionnaire de portefeuille Julie Desrosiers est avec moi aujourd'hui pour animer cet épisode. Bienvenue, Julie. Merci, Ruben. C'est un plaisir d'être ici et je suis heureuse à l'idée de mettre en lumière ce sujet très important. Oui, justement, Julie, pourquoi ce sujet? Pourquoi tu penses qu'on doit parler de la valeur du conseil et des avantages de faire affaire avec un conseiller financier? Nous faisons tous appel à des professionnels, que ce soit un avocat, un mécanicien, un dentiste, un électricien. Donc, avoir la capacité d'évaluer leur valeur par rapport au prix que l'on paie est une partie importante pour prendre notre décision de faire affaire avec ce professionnel. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que là où il est plus difficile, Julie, pour les gens de comprendre et voir la valeur d'un conseiller financier par rapport à tous les professionnels que tu as mentionnés, ça vient du fait qu'une grande partie, en fait, du service fourni par le conseiller est intangible. Et aussi, la majorité du travail pour desservir un client, ça survient quand le client n'est pas présent. Je vais juste donner des exemples là-dessus. Par rapport à l'aspect intangible, par exemple, si tu vas magasiner des souliers, du linge, tu peux les toucher, même les essayer, tous les vêtements que tu vas acheter. Ensuite, si tu trouves qu'ils te font bien, ils te font à merveille, tu les achètes. Tu comprends exactement ce que tu as payé et ce que tu as en retour. C'est très tangible, c'est un bien. Le service conseiller, le service de conseil financier, je veux dire, c'est pas une chose matérielle. On ne peut pas toucher, sentir ou goûter le service comme d'autres biens et services. Donc ça fait que ça devient très difficile à quantifier. Et puis en plus, chaque personne a une situation financière différente, donc c'est très personnel. En termes de deuxième exemple, quand on pense au fait que la majorité du travail se fait quand le client n'est pas là, disons qu'ensuite, Julie, toi, tu étais allé magasiner, tu as de nouveaux vêtements et tu vas au restaurant. On s'entend que quand on va au restaurant, le service est reçu en notre présence en temps réel. Donc, tu pourras avoir une bonne idée sur la valeur que tu retires de cette sortie au restaurant parce que tu peux évaluer des critères comme est-ce que l'accueil a été courtois, est-ce que l'ambiance du resto est le fun, est-ce que le service a été rapide, par exemple? Oui, il y a aussi l'humeur du serveur, la propreté des lieux et la qualité de la nourriture. Exact. Donc, comme tu peux voir, quand on compare ça avec le conseil financier, c'est complètement quelque chose de différent parce que pour le conseil financier, une partie du travail, oui, se fait en présence du client quand, par exemple, on rencontre nos clients, Julie, il y a une partie qui peuvent voir, mettons, si on fait une projection de retraite avec eux ou on parle d'investissement, ça, ils peuvent le voir, mais une autre partie vraiment significative du travail continue lorsque les clients ne sont pas là. Donc, il peut être vraiment difficile pour eux de voir la valeur du conseil financier dans son ensemble sans savoir exactement ce que les conseillers financiers ils font. Donc, aujourd'hui, Julie, pour aider les auditeurs auditrices à comprendre ce qu'un bon conseiller peut faire pour eux, nous allons prendre notre firme comme exemple. Comme tu le sais, Julie, toute notre équipe, l'équipe de TMA, nous nous efforçons tous les jours à offrir le meilleur service à nos clients. Donc, le but est de survoler quelques exemples et situations de ce que nous, on fait pour nos clients et où ils en tirent cette valeur qui leur permet d'améliorer leur vie financière. Cette valeur-là, on va le dire tout de suite, ça vient en fait de la suite de tous les services complets holistiques en gestion de patrimoine financier que l'on déploie pour nos clients.
mais aussi du fait que l'on devient un peu leur allié, leur guide tout au long de leur vie. Donc, nous allons structurer toute notre discussion, explorer le tout dans son ensemble à travers 4 éléments que l'on appelle les 4 C. Donc, ces 4 C permettent de répondre à la question « Je vous paie un frais, qu'est-ce que vous faites pour moi? Qu'est-ce que j'ai en retour? » Exactement, Julie. La valeur que les clients reçoivent en travaillant avec un conseiller comme nous se reflète dans ces 4 C-là qui sont compétences, coaching, confort, continuité. Puis là, on comprend bien que je nomme juste 4 mots commençant par la lettre C, mais nous allons prendre le temps de décortiquer le tout pour vraiment comprendre la valeur retirée dans chacun de ces C-là en réalité. Donc, Julie, commençons avec le premier C, compétences. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? La compétence se traduit par le fait d'engager un professionnel comme nous qui vous soutient dans la gestion continue des placements, dans l'équilibre de l'épargne par rapport aux dépenses, les conseils au niveau de l'endettement, l'accompagnement au niveau des assurances, les stratégies de dons de bienfaisance, les testaments et la planification successorale, la planification de retraite et l'optimisation fiscale, etc. En gros, cet expert crée un plan financier robuste, guide les clients dans l'exécution de ce plan et fournit la structure pour atteindre leurs objectifs personnels et financiers. En effet, Julie, je suis complètement d'accord. Les gens nous engagent pour nos compétences spécialisées en investissement, en finances personnelles, en impôts. On le sait, là, l'industrie financière est tellement complexe pour beaucoup de gens avec toute la prolifération de fonds de placement, de produits d'assurance, des lois fiscales. Les gens peuvent se sentir perdus et confus dans tout ce labyrinthe financier. Donc, ils apprécient avoir un guide pour les aider à démêler tout ça. Oui, on s'en rend compte. Si on regarde au niveau des placements, en ce moment, il y a plus de 3400 fonds mutuels et plus de 1000 fonds négociés en bourse au Canada. Oh ouais. Et près de 58 000 compagnies qui se transigent sur les bourses mondiales. Choisir le bon investissement dans ce vaste paysage n'est pas une tâche facile. Notre rôle inclut l'évaluation des différents véhicules de placement sur le marché, de choisir une stratégie d'investissement efficace et de bâtir un portefeuille diversifié avec une bonne efficience fiscale, et tout ça au moindre coût. Ah oui, et puis c'est même chose, Julie, au niveau de l'impôt. La loi de l'impôt au Canada a passé d'environ 10 pages au moment de la Première Guerre mondiale à plus de 3400 pages aujourd'hui lorsqu'on inclut les 2 langues officielles. Puis chaque année, Julie, comme tu le sais, il y a souvent de nouveaux règlements fiscaux, de nouveaux crédits d'impôt. Les politiciens, des fois, ils lancent de nouveaux bonbons fiscaux, comme par exemple le CELIAP dernièrement. Donc, cela prend quand même un professionnel qui suit toutes ces nouveautés-là afin de permettre aux clients d'être au courant, de bénéficier de réductions d'impôts et de stratégies fiscales. Un exemple récent, quand on parle juste en termes d'aider nos clients à économiser de l'impôt, là, un exemple récent de valeur que l'on a généré pour nos clients est la stratégie de récupération de pertes fiscales. Toi, tu as été instrumental, Julie, à mettre ça en place pour nos clients l'année passée. Puis, ce que ça a fait en faisant des transactions de récupération de pertes dans leur portefeuille, ça a sauvé des milliers de dollars en impôts pour plusieurs de nos clients. Donc, ça, c'en est un, mais pour en citer quelques autres, je pense aussi à d'autres structures qui peuvent être mises en place pour la bonne personne, comme une compagnie de gestion, une fiducie, un régime de retraite individuel. Ça, c'est surtout, par exemple, pour des médecins incorporés, des entrepreneurs. Donc, des stratégies qui permettent d'optimiser la fiscalité globale afin que les clients conservent une plus grande partie de ce qu'ils ont gagné. Oui. Ruben, en plus de l'investissement et de l'accompagnement fiscal, nos clients nous engagent aussi pour une question primordiale qui est: est-ce que je vais atteindre la liberté financière? Est-ce que je pourrais ralentir ou arrêter de travailler? Donc, la planification de retraite est un des services clés que nous offrons à nos clients. Ah oui, définitivement. Moi, je dis toujours que si le portefeuille de placement, c'est notre auto, le plan financier, là, la planification de retraite, c'est notre carte routière, notre GPS qui nous guide où aller. Parce que oui, c'est important d'avoir une auto fiable, donc de bons placements, mais si on ne sait pas où aller, quand tourner à droite ou à gauche, on ne va jamais se rendre à destination. Donc, Julie, si je te demande, peux-tu s'il te plaît, nous décrire exactement en quoi consiste la planification de la retraite? Oui.
En fait, une planification de retraite commence par des projections financières sur l'avenir basées sur vos valeurs, objectifs et besoins. Nous effectuons ensuite différentes simulations de scénarios de retraite pour s'assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos buts personnels et financiers. Ces buts peuvent être, par exemple, épargner pour l'achat d'une maison, financer les études des enfants, planifier la retraite ou laisser un héritage. En fait, ces projections prennent en compte plusieurs facteurs, comme le rendement des placements, l'inflation, les taux d'imposition, etc. Cela permet de mettre en place un plan pour épargner et pour savoir le niveau de dépenses approprié afin d'atteindre les objectifs. Oui, justement, moi, je sais que quand on est plus proche de la retraite ou à la retraite, toutes ces planifications-là est plus au niveau du plan de décaissement optimal des comptes. Est-ce que je vais retirer de mon REER ou de mon CELI avant ou de ma compagnie? Mais comme tu as dit, et c'est un très bon point, qu'on est plusieurs années avant la retraite, cette planification-là se situe plus au niveau d'épargne. Et Julie, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est hyper important et crucial de comprendre en avance, pas 5 ans avant la retraite, là, en avance, combien on doit mettre de côté pour atteindre la liberté financière. Et pour l'illustrer, j'ai un petit exemple chiffré. On va dire, Julie, qu'un client, quelqu'un a besoin d'un montant additionnel de 400 000 à la retraite qui est dans 20 ans. Un rendement annuel après frais de 5 %, il faut que cette personne-là économise 1 000 $ par mois pour atteindre ce but d'accumuler 400 000. Si à la place, cette personne-là décide d'économiser la moitié, donc 500 $ par mois, il faut travailler 10 ans de plus, donc 30 ans à la place de 20 ans, pour accumuler le même 400 000. Puis, l'autre fait qui est intéressant, c'est, mettons notre situation, qu'à la place de travailler durant 30 ans, on revient à travailler à 20 ans et on épargne juste 500 $ par mois. Mais on dit, écoute, moi, je suis capable de générer un rendement double. Donc, à la place de 5 %, on génère 10 % de rendement. Même avec 10 % de rendement, on n'arrive quand même pas à ramasser le 400 000. Économiser 500 $ par mois à 10 % de rendement nous donne environ 359 000 dans 20 ans, alors qu'économiser 1 000 $ par mois à 5 % de rendement sur la même période nous donne environ 406 000. Donc là, je lance plusieurs chiffres, là, puis je comprends qu'on est dans un podcast, ça peut être difficile à suivre, mais ce qu'il faut retenir dans mon exemple, c'est que doubler l'épargne de 500 à 1 000 $ par mois a eu plus d'impact que doubler le rendement de 5 % à 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce que je veux illustrer ici, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est juste la performance des investissements qui importe et ils mettent trop d'attention sur leur placement, alors que l'épargne a aussi un énorme impact pour arriver à l'indépendance financière. Wow! Ces chiffres illustrent à quel point il est important d'avoir quelqu'un qui fait les calculs pour vous pour savoir exactement quel taux d'épargne viser. Exactement. Et c'est pour ça que notre service d'accompagnement est très important pour guider les clients sur combien il faut économiser. Tu sais, on les aide à fixer des objectifs d'épargne, des attentes réalistes. On coach aussi les clients dans la gestion de leurs dépenses personnelles parce que dépenses, c'est lié avec épargne. Plus qu'on dépense, moins qu'on peut épargner. Puis là, je viens de mentionner qu'on coach les clients. Ça nous amène au deuxième C, le coaching. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la valeur ajoutée du coaching, Julie? Le bon conseiller financier agit aussi en tant que coach de plusieurs manières. Cela commence par l'éducation financière. La littératie financière fait partie de la relation avec le client, car on s'entend que nos clients sont des gens intelligents et experts dans leur domaine respectif, que cela soit la gestion d'entreprise, la santé, l'ingénierie, mais la finance, ce n'est pas leur domaine. Donc, avoir quelqu'un de confiance qui peut les coacher par rapport à leur vie financière est un gros plus. Oui, c'est un bon point. Puis, payer un bon conseiller pour ses services, c'est un peu, tu sais, on parle de coaching, là, c'est un peu comme ceux qui payent pour avoir un coach fitness, là, un entraîneur personnel. Julie, toi, je suis par curiosité, est-ce que tu vas au gym ou tu as un entraîneur? Comment tu t'assures de bouger un peu plus, là, ouais? Oui, j'ai un entraîneur, oui. OK. Donc, si je te demande pourquoi tu payes pour un entraîneur à la place d'aller faire un jogging à l'extérieur qui est gratuit ou d'aller au gym qui coûterait moins cher? Bien, en fait, Ruben, je te dirais le numéro 1, la raison, c'est la discipline. En fait, d'avoir quelqu'un qui m'attend puis qui est là. Donc, je dois me forcer à y aller et à m'entraîner. Et après, je suis super contente. Donc, c'est une question de discipline.
Ce que tu viens de dire, j'en ai aucun doute que c'est ça un des nombreux bénéfices d'avoir un coach personnel d'entraînement. Parce qu'on s'entend tous, hein, comme j'ai dit plus tôt, ça coûte plus cher que juste aller faire une marche ou aller marcher, courir à l'extérieur ou même aller au gym. Mais on le sait, plusieurs personnes, ça leur dérange pas de ne pas avoir d'entraîneur, mais plusieurs autres personnes comme toi, Julie, vont reconnaître qu'il y a une valeur, un entraîneur pour la discipline, pour être aussi responsable et imputable pour réaliser les objectifs. Donc, l'entraîneur va faire un peu comme nous, qu'on fait un plan financier, puis après, on rencontre nos clients, ils vont faire un plan d'entraînement, un programme d'entraînement, un plan de nutrition, des fois, dépendant de leur expertise. Puis là, après, s'ils disent, je te rencontre au gym 3 fois par semaine, on se sent mal de ne pas y aller. Tu sais? Donc, Oui, on est obligé d'y aller. Exact. Donc, c'est un peu ça. Oui. Le conseiller aussi, pour faire suite, peut aussi servir de guide lorsque le client traverse de grandes étapes de vie. Je dirais même que le conseiller devient une personne ressource pour les décisions financières quotidiennes. On peut citer quelques exemples. Nos clients nous contactent lorsqu'ils se demandent quel type de taux d'intérêt ou terme prendre avec leur hypothèque. Ah oui, ça, c'est très actuel en ce moment. Là. Oui, j'ai ces appels-là souvent avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Là. Oui. Ils nous contactent aussi pour savoir s'ils doivent louer ou acheter une voiture. Ils communiquent avec nous pour notre avis lors d'un investissement immobilier. On voit des clients aussi qui nous demandent de leur fournir une deuxième opinion quand ils se font approcher par des vendeurs de produits financiers, comme par exemple des cartes de crédit, des prêts ou de l'assurance. C'est vrai, Julie. Ce qu'on voit avec nos clients, c'est qu'ils apprécient vraiment avoir un accès illimité, je dirais, à une personne ressource pour répondre à leurs questions, pour les aider dans l'établissement de leurs priorités financières. Ils nous ont exprimé ça plusieurs fois, qu'ils apprécient le fait qu'on est toujours disponible pour eux au bout de la ligne, car ils peuvent en fait juste prendre le téléphone, n'importe quand pour nous appeler lorsqu'ils ont besoin de nous. Donc, en tant que coach, le bon conseiller doit être là aussi pour accompagner le client lorsqu'il se questionne lors de grandes transitions de vie, comme tu as mentionné. Les exemples que j'ai en tête, moi, c'est si on pense par exemple à quelqu'un qui travaille, mais qui est un peu fatigué de travailler et qui se demande s'il peut se permettre de prendre sa retraite plus tôt, ou des fois quelqu'un qui est déjà retraité, mais qui vit encore dans la maison où les enfants ont grandi, mais les enfants sont partis. Donc, cette personne-là se demande, est-ce qu'il devrait acheter un condo? Est-ce qu'il devrait, une fois qu'ils vendent la maison, acheter un condo ou louer en résidence pour aînés, par exemple? Des fois aussi, on voit des gens qui veulent s'engager dans une grosse dépense. Ils sont intéressés à acheter un chalet, un bateau, une auto qu'ils ont toujours voulu avoir, mais qu'ils ne voulaient pas se permettre avant. Ou ils sont intéressés à prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde. Tu sais, des grosses décisions que, à la place de le prendre de façon irréfléchie, on veut se faire conseiller, voir c'est quoi l'impact sur nos finances et prendre une bonne décision informée. Nous, on est là pour ça. On connaît bien nos clients parce qu'en général, on travaille depuis des années avec nos clients, donc on peut mieux les guider. On connaît leur situation, on connaît leurs préoccupations. Et souvent, on a vu la même situation, la question qu'on nous pose, on a vu des dizaines d'autres situations similaires avec d'autres clients. Donc, on est très bien armé pour mieux accompagner notre client. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours prédire nécessairement qu'est-ce qui va se réaliser à l'avenir par rapport à chaque décision prise, simplement parce qu'il n'y a rien de 100% sûr dans la vie, mais à cause qu'on connaît quand même, on l'a vu plusieurs fois, on connaît les probabilités de ce qui a tendance à mieux marcher et moins bien marcher. On est là, on peut très bien conseiller le client. Donc, en tant que coach financier, le but, c'est de pouvoir donner de la perspective, informer le client sur les facteurs et considérations à prendre en compte pour qu'il puisse prendre une bonne décision pour lui, elle et leur famille. Oui, en effet. Mais là où le coaching fournit le plus de valeur, c'est dans l'encadrement comportemental afin de réduire les erreurs qui peuvent entraver l'atteinte des objectifs du client. Exact, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Ruben? En termes d'erreurs, nous avons déjà parlé de l'erreur commune au niveau des épargnes, Julie. Des études montrent que les gens en moyenne épargnent environ 2% de leur revenu brut, alors que cela, dans les pratiques générales, là, cela devrait être en moyenne autour de 15 à 20% pour espérer prendre une retraite convenable. Puis ça, c'est très commun, là, qu'on parle avec des gens qui travaillent chez des employeurs qui offrent un régime de pension quelconque. On voit aussi que des fois, certains employés n'adhèrent pas au plan de pension de leur employeur, qui contribue des fois un montant égal à l'employé ou un pourcentage de la contribution de l'employé. Et ça, c'est une
très grosse erreur que les gens font quelquefois, car c'est de l'argent gratuit, en fait, qui est perdu. Mais je dirais que les erreurs majeures, Julie, c'est surtout au niveau des placements. Et c'est là où le coaching apporte le plus de valeur, car ça permet d'éviter à nos clients, aux investisseurs, de commettre des erreurs émotives. Et j'invite les auditeurs justement là-dessus à aller écouter l'épisode 5 du podcast qui était sorti l'année passée en avril sur tout le côté psychologique de l'investissement. Avec un invité, Michel Villa, on a traité justement des raisons pour lesquelles nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis lorsqu'il s'agit d'investissement. Mais en résumé, là, juste si vous n'allez pas écouter l'épisode, ce qu'il faut comprendre en résumé, c'est que le plus grand risque pour un investisseur, même si on s'inquiète souvent sur les mouvements de la bourse, les taux d'intérêt, l'inflation, l'économie, c'est pas ça le plus grand risque pour l'investisseur. Le plus grand risque, c'est lui-même. C'est ses propres émotions, ses peurs, ses préjugés, ses raccourcis cognitifs, ses biais. Tout cela, ça peut lui faire commettre des erreurs conscientes ou inconscientes au niveau de ses finances. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, tout à fait. Et l'on voit souvent ce type d'erreur se produire lorsque les investisseurs agissent sur le coup de l'émotion et achètent un titre qui vient de monter énormément et qui fait les manchettes pour le voir par la suite descendre et perdre une bonne partie de sa valeur. Oui, tu parles de manchettes. Justement, l'actualité médiatique, là, Julie, a une grande influence sur les gens, les investisseurs, les nouvelles sur l'économie, les conflits dans le monde, toutes des choses qui peuvent nous faire vendre, comme tu viens si bien dire, au mauvais moment, quand les placements sont à la baisse. Une des études les plus connues sur le comportement émotif des investisseurs est celle de la firme de recherche Dalbar. Donc, Dalbar, Julie, a analysé les rendements de plusieurs fonds de placement sur des décennies. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que l'investisseur moyen a tendance à faire un rendement inférieur par rapport au fonds dans lequel il est investi. Par exemple, si tu prends, mettons, un fonds équilibré ayant performé environ 5,6 sur 20 ans, 5,6% sur 20 ans en moyenne par année, l'investisseur moyen, lui, aura généré un rendement de 2,5% dans le même fonds. Donc, environ 3% de rendement inférieur au fonds où il a investi. OK, mais pourquoi, Robin, y a-t-il une différence de rendement? Pourtant, on parle du même placement. Oui, ben c'est lié avec ce que tu as mentionné plus tôt parce que lorsque le marché monte et donc ce fonds de placement-là affiche une belle performance, les gens ont tendance à y investir plus d'argent. Et quand ça baisse, sous la peur, ils retirent leur argent du fonds. Donc, ces deux agissements-là sont très destructeurs parce que quand tu y penses, on achète le fonds cher sous l'influence de l'émotion, de l'excitation de faire de l'argent, là, et ensuite, on le revend très bas sous l'émotion de panique car là, on a peur de perdre notre argent, mais c'est le pire moment pour vendre. Donc, ces deux agissements-là, là, acheter haut et vendre bas, ça fait que le rendement à long terme de l'investisseur il est inférieur au rendement du fonds dans lequel il investit. Les deux rendements auraient été pareils si l'investisseur avait acheté et avait juste maintenu le fonds toute l'année. Son rendement serait identique avec le fonds, mais toutes ces sauter dans le fonds et sortir du fonds au cours de l'année, ça détruit son rendement, en fait. Donc, le manque à gagner de 3%, là, il y a sûrement certains investisseurs qui doivent se dire, c'est juste 3%, c'est pas très élevé. Au moins, je m'essaye de faire un coup de circuit, là, mais 3%, là, ça peut avoir un grand impact, là, sur plusieurs années. Juste pour mettre les choses en perspective, si on prend juste, par exemple, un portefeuille de 500 000 et on regarde sur 20 ans, avec un rendement de 3%, on va finir à 900 000. Mais si on fait un rendement de 6% à la place, donc 3% de différence qu'on n'a pas perdu en faisant des agissements destructeurs, ben le portefeuille, dans 20 ans, va être 1,6 million. Donc, ça a l'air de rien, mais ce 3%-là, là, faire des décisions émotives, si on le perd, ça va avoir coûté 700 000 $ à cet investisseur-là. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est là qu'on peut dire que le conseiller, une de ses valeurs, c'est d'agir un peu comme un chien de garde pour le portefeuille du client, pour protéger le portefeuille contre les mauvaises décisions de placement. Ah oui, ça, c'est sûr. Robin, un dernier point au niveau des placements. Les erreurs sont parfois aussi dans la construction du portefeuille. Les gens peuvent avoir bâti des portefeuilles trop risqués par rapport à leur profil ou mal diversifiés ou trop concentrés. Mais aussi, on peut voir des portefeuilles trop conservateurs. On peut voir l'inverse. Comme c'est le cas quand quelqu'un, mettons, de 30 à 35 ans, se trouve à investir dans un portefeuille avec beaucoup trop d'obligations,
après avoir rempli un questionnaire de tolérance au risque qui conclut que l'investisseur n'aime pas le risque. Souvent, l'investisseur ne comprend pas bien l'impact des questions répondues sur sa construction de portefeuille. Le résultat est plusieurs milliers de dollars en rendement manqué au cours des années. Un peu de coaching financier à ce niveau-là, lorsque l'investisseur remplit le questionnaire, l'aurait amené à avoir un portefeuille plus approprié à sa situation, avec plus d'exposition aux actions pour une meilleure performance à long terme. C'est vrai ça, Julie. Ça, c'est une autre erreur qu'on peut voir. Mais en résumé, là, ce qu'on essaie de faire passer comme message est que le coaching comportemental et financier, c'est un domaine où le conseiller ajoute le plus de valeur. Dans l'épisode précédent, justement, nous avons discuté avec Émile Bouchard, un expert, sur l'étude de la grande firme Vanguard qui a justement confirmé l'importance du coaching dans la valeur ajoutée que les conseillers apportent à leurs clients. On va passer au 3e C, Julie, donc le confort. Les gens travaillent aussi avec un conseiller pour le confort que cette relation-là procure. Es-tu d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. OK. Comment tu dirais que ça se traduit, l'aspect de confort dans la relation conseiller-client? Bien, je pense que le confort peut venir du sentiment d'être en contrôle de ses finances et que quelqu'un s'en occupe. Quand on demande à nos clients quelle est la valeur de notre accompagnement dans leur vie financière, certains répondent qu'on leur procure une tranquillité d'esprit et un bien-être à l'égard de leurs finances. Oui, justement, nous, on fait de temps en temps des rencontres de feedback avec nos clients pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils apprécient le plus avec nos services. Tu as raison, le côté tranquillité d'esprit vient souvent. Puis si on regarde plus en général, Julie, il y a un sondage de la firme Léger qui a montré que 85% des Québécois vivent de l'anxiété financière. D'un autre côté, il y a un sondage réalisé par la firme BlackRock qui a révélé que 76% des investisseurs qui font appel à un conseiller financier, ils ont éprouvé un sentiment positif de bien-être. Donc ça vient concorder ce que justement nos clients nous ont exprimé à nous aussi. En gros, ça montre que c'est vrai. C'est vrai que cette sérénité-là, ce soulagement qu'on n'a plus à s'inquiéter de nos finances, car on sait que c'est entre bonnes mains, ça procure définitivement un sentiment de réconfort. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, Julie, selon toi, que l'on procure un certain confort à nos clients? Oui, quand on demande à nos clients pourquoi ils travaillent avec nous, d'autres nous disent simplement qu'ils n'ont pas le temps ou l'intérêt ou les connaissances de gérer leurs investissements et donc ils veulent le déléguer à quelqu'un de confiance. Plusieurs de nos clients sont des entrepreneurs, des cadres supérieurs et des professionnels qui sont tellement occupés avec leur carrière ou la gestion de leur entreprise, quand ils ont du temps libre, ils ne veulent pas regarder des graphiques boursiers, des fichiers Excel et des relevés de placement. Ils veulent le consacrer à leur famille, leurs loisirs et ce qui compte le plus pour eux. On voit aussi des clients qui ont des parents vieillissants, parfois en déclin mental. Ces clients deviennent des aidants naturels et nous demandent d'aider dans la gestion des comptes de leurs parents, car ils n'ont pas le temps de gérer leurs finances. Tout leur temps, en fait, est consacré à prendre soin de leurs bien-aimés. Ah oui, écoute, Julie, c'est sûr que évaluer des placements, faire des analyses financières, nous, c'est notre passion, mais je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui a ni l'intérêt, ni le temps de passer des heures là-dessus. Là. Le temps des gens, c'est précieux. Très bon exemple, définitivement. Et toi, Rubin, as-tu des exemples par rapport au confort que l'on apporte aux clients? Oui. Si je veux rajouter aux bons exemples que toi, tu as partagés, je dirais que l'aspect confort vient aussi du fait qu'on simplifie la gestion de la vie financière des clients. Si tu te souviens, Julie, on a accepté il y a quelques années quelques clients qui avaient vraiment beaucoup de comptes de placement dans différentes institutions. C'était donc difficile pour eux de faire un suivi adéquat des contributions, par exemple, aux nombreux comptes REER, CELI. Il y avait plusieurs REER dans plusieurs institutions. Là, c'était quelque chose. Il y a aussi le côté qui recevait un relevé papier pour chaque compte chaque mois. Donc, ça venait tellement avec de la paperasse, la lourdeur administrative. Nous, quand ils sont devenus clients, on a éliminé tous les comptes redondants, consolidé tous les REER en un REER, tout en dessous d'une seule institution. Et maintenant, ces clients-là nous expriment qu'ils apprécient le sentiment de légèreté et la simplicité de leurs affaires financières. Ça leur permet de sauver tout le temps qu'ils mettaient à traiter avec de nombreuses institutions,
Maintenant, ils reçoivent un relevé qui leur donne une vue d'ensemble sur leurs avoirs. Puis ça, l'autre bénéfice de ça, c'est que ça a amélioré la clarté, le suivi de leurs finances. Une autre façon que l'on fournit du confort en simplifiant la vie de nos clients, c'est aussi en fournissant plusieurs services financiers de gestion de patrimoine sous un même toit. Donc, ici, à TMA, nos clients bénéficient d'une approche holistique intégrée qui combine la gestion de portefeuille, la planification financière de la retraite, la planification de la succession. On fait de l'examen indépendant d'assurance. À plusieurs clients, on offre des services de préparation d'impôts, de la planification fiscale. Donc, on englobe plusieurs aspects de leur vie financière. Et ces services-là sont fournis de manière personnalisée, attentionnée, avec une équipe qui est proche du client, puis on les connaît bien. Tous nos collègues connaissent les noms de tous les clients. Donc, les clients, quand ils viennent, ils se sentent bien accueillis et ils ne se sentent jamais comme un numéro. Le fait d'avoir ces services financiers tous intégrés au même endroit est très pratique pour les clients, car ça leur donne moins de travail et ils peuvent obtenir des réponses à toutes leurs questions en un seul appel. Le confort vient aussi du fait d'avoir quelqu'un à sa disposition qui nous connaît, ainsi que tous les aspects de notre vie financière pour aider et guider financièrement en cas d'événements majeurs, tels qu'un changement d'emploi soudain, un divorce ou un décès dans la famille. Oui, et je dirais, on vient de mentionner, Julie, plusieurs services qu'on offre. Je veux dire aussi que certains services de stratégie avancée pourraient nécessiter l'intervention d'un professionnel qualifié qui ne fait pas partie de l'équipe de TMA. Si on pense par exemple à un notaire, un avocat spécialisé, un conseiller en assurance, un comptable ou un fiscaliste expert dans un domaine poussé en fiscalité. Donc, lorsqu'il faut mettre en place une structure financière ou fiscale plus complexe qui nécessite la participation d'un expert externe, nous voulons encore une fois dans ce cas-là sauver du temps et du tracas aux clients. Donc, nous prenons en main le rôle de, si je peux dire, de chef d'orchestre pour coordonner avec les divers professionnels afin que tout le monde travaille synergiquement ensemble pour bénéficier le client. Donc, Ruben, on a révisé 3 des 4 C. Nous apportons de la valeur, la compétence, le coaching et le confort. Quel est le 4e C? Le 4e C, c'est la continuité. La continuité se traduit, Julie, sur plusieurs aspects. Du côté du client, cela peut faire référence à tout ce qui concerne la planification successorale et multigénérationnelle. Et lorsque on a l'intention, par exemple, de transmettre notre capital financier à notre conjoint, notre conjointe ou à la prochaine génération. Julie, est-ce que tu savais que environ 57% des Canadiens n'ont pas de testament? Wow, c'est quand même élevé comme chiffre. Ouais, c'est plus que la moitié. Puis, on a tous déjà entendu les histoires d'horreur là, de vedettes décédées sans testament. Et tout le monde s'attend, moi, des fois, j'en parle avec des amis, ça nous choque d'apprendre qu'une riche célébrité n'avait pas pris le temps de se faire conseiller de mettre en place une bonne planification successorale. Je me souviens quand le chanteur Prince est mort sans testament en 2016, avec un patrimoine financier de 156 millions. Ouf. Ouais, sans testament. Ça avait fait la manchette des médias parce que la situation avait entraîné des batailles familiales et légales qui ont duré 6 ans, mais ça avait aussi créé des complications pour la suite par rapport à tout son héritage musical. Puis, c'était pas nécessairement un événement isolé parce que cette situation-là est le cas de plusieurs autres personnalités reconnues qui sont décédées sans testament, comme par exemple le chanteur Bob Marley, le peintre Pablo Picasso, et si on va un peu plus loin dans le temps, Abraham Lincoln, qui était un des avocats les plus proéminents de son époque, qui est devenu le 16e président des États-Unis. Donc, c'est un avocat, il travaille en tout ce qui est légal, mais il n'avait pas de testament. Donc, similairement, quand on pense à nous, les Canadiens, il y en a trop encore. On a parlé du pourcentage 57%. Donc, il y en a beaucoup qui meurent sans testament, puis ça laisse leurs enfants, leurs héritiers, leurs biens dans l'incertitude. Donc, de façon plus technique, on parle du C pour continuité. Nous, on accompagne nos clients dans la bonne préparation de leur testament, mais aussi de leur mandat de protection en cas d'invalidité. Des fois, il faut mettre en place pour certaines personnes une fiducie en place. Donc, tout ça, c'est pour s'assurer que non seulement leurs souhaits sont bien documentés légalement pour éviter de mauvaises surprises,
mais aussi que la transmission du patrimoine financier se fait de façon optimale. Puis là, quand on parle d'optimisation, on parle de, par exemple, sauver une énorme facture fiscale qui arrive souvent au décès. Donc, il y a aussi toute cette optimisation-là pour certaines personnes qui sont plus du côté entrepreneurial. Souvent, les entrepreneurs, ils veulent savoir comment ils vont transférer la propriété de l'entreprise à la relève. Donc, il y a toute une planification qui vient avec ça aussi. Donc, ça, c'est le côté plus technique. Mais de notre côté, certains clients nous ont déjà partagé que la raison principale pour laquelle ils travaillent avec nous est pour s'assurer que s'ils ne sont plus là, leurs conjoints, conjointes ou enfants seront entre bonnes mains. Des fois, on voit certaines familles qu'il y a un membre des deux parents, mettons, il y a un membre qui est un petit peu plus impliqué du côté financier et l'autre a moins d'intérêt, mais on veut quand même que cette autre personne-là soit correcte si on n'est plus là. Donc, de façon plus humaine, la continuité, c'est ça aussi. C'est le fait d'être en paix, que quelqu'un de confiance sera là pour aider le ou la conjointe survivante dans toute l'administration et la liquidation de la succession au décès. C'est aussi d'être rassuré que cette personne-là sera ensuite encore présente pour accompagner les proches, conjoints, conjointes, enfants dans la gestion future de la vie financière de la famille. Oui, nous voyons même des clients voulant qu'on implique les enfants dans les grandes conversations financières de la famille. Nous avons déjà eu à organiser des rencontres de discussions ouvertes entre les membres de la famille afin de parler de la vision des parents par rapport au patrimoine financier qu'ils ont bâti et qui sera transféré à la prochaine génération. Ces rencontres sont de belles opportunités pour les parents d'être transparents sur leurs souhaits et de discuter de continuité de valeurs et de maintien de relations familiales. Oui, Julie, tu parles de valeurs familiales. Quand on parle de continuité, cela me fait aussi penser à la philanthropie. Beaucoup de clients, c'est vraiment important pour eux de faire des dons afin de faire leur part dans la société et de donner aux suivants. Donc, un de nos services, c'est aussi de faciliter leur activité de don de bienfaisance et des fois aussi, parfois, d'employer certaines stratégies qui vont les bénéficier fiscalement, optimiser leur héritage et legs, tout en leur permettant de donner plus et de supporter davantage les causes qui leur sont chères. Donc, c'est comme un peu, en mettant cette stratégie-là en place, un win-win pour le client, mais aussi pour l'organisme auquel il contribue. Oui, je pense que c'est en ce moment en train de préparer un podcast sur l'impact des dons sur les finances et la fiscalité, non? Oui, exactement. Je travaille là-dessus maintenant. Je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant qui est supposé sortir en décembre. Donc, restez à l'affût, définitivement. Parfait. Mais là, je pense, Julie, on a fait quand même un bon tour et montré la valeur apportée par les 4 C, compétences, coaching, confort et continuité. Je pense que les gens comprennent avec nos explications qu'il y a des avantages de travailler avec un conseiller financier. Cela étant dit, beaucoup de gens peuvent quand même hésiter à engager un conseiller financier en raison des coûts qui y sont associés. Parce qu'on le sait, ce n'est pas gratuit, ces services-là. Donc, Julie, quel est ton point de vue sur la valeur du conseil par rapport aux frais des conseillers? C'est une préoccupation légitime, mais il est essentiel de reconnaître que la valeur fournie dépasse souvent largement les frais. Quand on pense au choix d'investissement efficace, à l'optimisation fiscale pour payer moins d'impôts, à l'évitement d'erreurs coûteuses, comme l'on mentionné précédemment, ou les erreurs émotives sur les placements, tout cela crée des économies au fil du temps qui ont une valeur significative à long terme. J'invite donc les gens à écouter l'épisode précédent sur le sujet de l'étude de la grande firme Vanguard, où elle démontre que la valeur du conseil est évaluée en moyenne à 3 % par année, donc surpasse les frais de gestion moyens d'environ 1 %. Excellente perspective, Julie. Merci vraiment beaucoup, Julie, de m'avoir aidé à éclairer la valeur du conseil financier. C'était un plaisir, Robin. Donc, on va conclure l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci aux auditeurs d'avoir été des nôtres. On va, comme j'ai dit plus tôt, continuer ce beau sujet-là au prochain épisode qui sort dans quelques semaines, où on va explorer les différents types de conseillers et comment savoir lequel choisir, parce que ça, c'est quand même important aussi. D'ici là, aux auditeurs, auditrices, continuez, s'il vous plaît, à commenter le podcast sur vos applications de balado et à le partager à votre entourage. Ça serait vraiment apprécié et merci. Merci. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado
Demandez une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.